Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est au nom de ceux dont on a dit qu'ils ne sont rien que je me présente aujourd'hui à la tribune, au nom des salariés qui créent les richesses de ce pays, au nom des ouvriers qui n'ont pas disparu en dehors des écrans de télévision, au nom de celles et ceux qui attendent le jour où l'amiante se réveillera dans leurs poumons, au nom de celles et ceux qui ne toucheront jamais la moindre pension de retraite, au nom de celles et ceux qui attendent chaque soir le retour d'un être cher en espérant qu'il, elle, aura encore un peu d'énergie à leur consacrer, au nom de celles et ceux qui espèrent ou qui désespèrent en quête d'un vrai travail ou s'épanouir. C'est en pensant, moi aussi, aux salariés de GMS auxquels le gouvernement, l'autre jour, a intimé l'ordre d'attendre sagement que se noue leur destin. À cet homme, fauché par un chauffard au printemps dernier parce qu'il manifestait contre la loi travail, à ces militants gazés dans ma circonscription, jusque dans un local syndical, à des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont battu le pavé au printemps dernier contre la loi travail. C'est au nom de cette majorité qui continuait en janvier dernier d'en demander l'abrogation. C'est, je crois, depuis l'atelier, le chantier, le bureau, c'est depuis la vie quotidienne d'une immense majorité, depuis sa dignité, depuis son appétit d'avenir, que nous devons faire la loi du monde qui vient. Le président a décidé d'un coup de force. Nous avons été, chacune et chacun, envoyés ici pour faire la loi. Et nous ne sommes pas là pour abdiquer ce pouvoir. Renforcer le dialogue par ordonnance, reconnaissez que c'est croquignoler. Vous nous dites que vos ordonnances ne sont pas moins fondées que celles qui avaient conduit aux lois Auroux en 82. À l'inverse, c'était pour d'heureux progrès. Et c'est l'aveu d'un esprit de revanche qui vous anime. Et nul doute qu'il y aura dans les lois Auroux une cible privilégiée pour vous. Vous nous dites que les ordonnances sont légitimes puisqu'elles avaient été annoncées pendant la campagne. Une menace n'a jamais rendu légitime sa mise à exécution. Car enfin, qu'est-ce qui motive cette précipitation si ce n'est le désir du MEDEF et de vos amis qui, soi-disant, réussissent? Si ce n'est la crainte de voir votre plan contesté? Vous avez peur, sans doute, de la mobilisation populaire et vous redoutez déjà le 12 septembre prochain. Vous n'avez, au cours des débats, rien justifié, ni de l'urgence, ni de vos intentions. En fait, vous n'assumez rien au grand jour. Votre verbe est flou. Vous êtes dans l'artifice. Vous ne voulez pas dire les mots. Vous ne voulez pas débattre les idées. Vous espérez nous faire croire que nous sommes face à des questions techniques, des questions de bon sens, quand vous poursuivez, en fait, des objectifs politiques sur un sujet qui n'est autre que la grande contradiction du monde. Vous nous dites « faites confiance au dialogue social ». Mais on attend de vous que dans ce prétendu dialogue, afin qu'il ne tourne pas au monologue patronal, la puissance publique tienne son rang, qu'elle affiche au minimum des intentions. Nous sommes dans une crise sociale et économique violente et vous vous trompez de diagnostic. Les responsables de cette crise ne sont pas les salariés qui auraient trop de droits ou des salaires trop élevés, ce sont les grands propriétaires de la finance. 46 milliards de dividendes seront versés aux actionnaires en 2017 comme en 2016. Madame la ministre, c'est eux qu'il faut prélever à la source. Pourtant, vous annoncez 6 chantiers de réforme, tous azimuts, dont aucun ne veut s'attaquer aux exactions des puissances financières, dont vous ne parlez jamais. Vous préférez situer les relations sociales et économiques dans le monde des bisounours, expliquant qu'avec un peu de bonne volonté, on arrive à s'entendre. Je me dois, hélas, de vous apprendre qu'il existe encore une immense majorité qui vit ou aimerait vivre de sa force de travail et une infime minorité qui essaye, chaque jour qui passe, d'étendre ses profits et sa domination, piétinant au passage le tissu des petites entreprises et des sous-traitants. Vous faites abstraction de la sauvagerie induite par le capitalisme qui s'abat sur les humains. Nier cette réalité, c'est l'encourager. Le droit doit bien sûr être interrogé par le mouvement du monde, mais il n'est écrit nulle part qu'ils doivent systématiquement entériner les pratiques économiques du moment.
Vous voulez plus de liberté et plus de sécurité pour l'employeur comme pour le salarié. Mais ce que vous donnerez à l'employeur, vous le prendrez au salarié. N'écrivez pas la loi pour faciliter la vie. N'écrivez pas la loi pour faciliter la vie à vos amis DRH et actionnaires. Dire que l'entreprise est un bien commun, c'est un bel objectif que je pourrais partager, mais en l'état actuel des choses, c'est une pétition de principe. D'ailleurs, c'est souvent les salariés qui défendent le mieux leurs entreprises, comme l'ont montré mes amis de Fralib dans les Bouches-du-Rhône. Le code du travail n'est pas n'importe quel code. Il a pour l'essentiel été conquis. C'est justement pour interdire les injustices, les inégalités, les dominations que le législateur doit faire la loi, car, comme l'écrivait Rousseau, la force ne produit aucun droit. Hélas, votre projet de loi vise à élargir la brèche ouverte par la loi El Khomri lorsque notre président était ministre de l'économie. Votre projet va d'abord, quoi que vous en disiez, renverser la hiérarchie des normes et instituer le principe de défaveur. La loi pourra ainsi être contournée par des accords d'entreprise. Chaque entreprise pourra établir ses propres règles au rabais. Et vous continuez de nous dire que vous voulez lutter contre la complexité du droit pour le rendre effectif. Vous allez ainsi démultiplier le dumping social au sein même de notre pays et à l'intérieur de chaque branche. Quelle force restera-t-il à la loi? Votre projet va fusionner et rabougrir les instances représentatives du personnel, faisant au passage disparaître le CHSCT si décisif sur les enjeux de santé et de sécurité. Il va créer de meilleures conditions pour les chantages à l'emploi dont nous avons eu moult exemples dans la période passée. Quels outils restera-t-il aux salariés? Votre projet va sanctuariser un nouveau concept, celui de CDI précaire, et élargir les possibilités de modification unilatérale d'un contrat de travail. Ainsi, vous souhaitez augmenter la latitude des employeurs, tandis que vous limiteriez le pouvoir des juges. Vos ordonnances ressemblent à celles des docteurs de Molière. La représentation nationale doit savoir que les organisations syndicales de salariés n'ont émis quasiment que des inquiétudes, tant sur la forme que sur le fond. En revanche, si le président de la République a expliqué à des salariés qu'il n'était pas le Père Noël, il distribue déjà des étrennes aux MEDEF qui en seraient presque gênés. La gêne, je vous rassure, ne dure jamais longtemps. Il continue de vouloir faire baisser le prétendu coût du travail et il n'a même pas besoin de promettre d'hypothétiques créations d'emplois que vos mesures d'ailleurs ne provoqueront pas puisque tout lui est donné sans effort. On l'a vu d'ailleurs ces derniers jours sur la question de la pénibilité. Aussi, la droite en commission a donné son blanc-seing à votre projet. C'est un signal éloquent et pour nous, ce n'est pas une surprise. Vous, ici, qui êtes la majorité, qu'allez-vous faire de votre pouvoir? Au nom de qui? Au nom de quoi allez-vous faire la loi? Cette loi constituera l'acte de naissance de votre majorité et de votre force politique. Cet acte vous nomme, il dira qui vous êtes. Il s'agit d'un grave bouleversement dans l'ordre public, d'un changement de philosophie majeur. Et longtemps encore, vous devrez expliquer n'être pas le Père Noël pour justifier l'impuissance publique et la régression sociale imposée par une finance dont le journal Le Monde dénonçait hier encore les excès. Ce choix politique nous conduit dans le mur. Il va encore aggraver les conditions de travail et faire des salariés les variables d'ajustement. Au lieu d'enclencher de nouvelles dynamiques sociales et économiques, il va alimenter la spirale de la crise. Il n'y a pas de majorité dans ce pays pour votre entreprise de démolition sociale, ne vous déplaise. Nous ferons des propositions pour un véritable code du travail du XXIe siècle, en pointant les défis du temps qui vient, la lutte contre la financiarisation de l'économie et la domination de la finance, de nouveaux pouvoirs pour les salariés dans la gestion, pour relever les défis économiques, sociaux et écologiques, la sécurisation des parcours professionnels à travers l'emploi et la formation, l'encadrement du recours à la précarité et celui de l'échelle des salaires, une protection sociale de haut niveau, etc. Tous les gestes que nous poserons viseront à empêcher, à limiter, non pas le champ de la concertation, mais la portée de votre habilitation. Voilà ce que vous voulez faire du Code du travail. Nombreux sont celles et ceux qui veulent en écrire des pages d'avenir et vous ne pourrez longtemps les ignorer. Merci, Monsieur Dharréville.